Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 8 de Football Inc., le podcast où le monde du football rencontre le monde des affaires. Mon nom est Raymond John Octanier, a.k.a. Coach Ray. Je suis coach de transition pour athlètes, entrepreneur et ancien joueur de football de Division 1 dans la NCAA. Mon invité d'aujourd'hui a sans aucun doute un des palmarès, puis je vous dirais une feuille de route des plus impressionnantes que j'ai vues dans le football du côté amateur, en partant de Saint-Bruno, au Cégep du Vieux-Montréal, jusqu'au Rouge et Or, ensuite au niveau professionnel, puis je peux vous dire qu'on en a vu là dans ce show ici, des palmarès quand même impressionnants. Donc ça déjà, il se démarque beaucoup de ce côté-là. C'est quelqu'un que depuis un peu plus de 12 ans, si je ne m'abuse, ok, c'est quelqu'un qui gagne la confiance des Canadiens en les aidant à solidifier puis atteindre leur objectif financier pour se bâtir un présent et un futur à la hauteur de leur potentiel. C'est un homme de famille, on aime ça également, on se connaît avec ça. C'est un leader hors pair, puis finalement, c'est quelqu'un qui laisse sa marque absolument partout où il va. Puis c'est pour ça qu'il est là ici aujourd'hui. J'ai hâte de vous le présenter. Donc, sans plus tarder, je vous présente Matt Leblanc. Wow! Merci, bad, Ray. hein? Not bad. J'allais dire toute qu'une intro, je m'attendais pas à ça aujourd'hui. Moi, j'étais content de venir te jaser tout court puis de partager un peu de vécu puis un peu d'échange depuis le temps qu'on se partage et nos connaissances l'un envers l'autre. Mais merci, sans plus, merci. Ben, ça fait plaisir. On fait pas ça à moitié ici. Puis je pense que le but avant tout, ben, le football, c'est un prétexte, je le dis tout le temps. Mais c'est sûr, on veut inspirer, on veut éduquer, mais moi, de mon côté, je veux célébrer également. Okay? Je veux célébrer des parcours, je veux célébrer des exemples exactement qui montrent que des athlètes, c'est bien plus que des athlètes. Puis je pense que tu représentes ça, donc je suis très content de t'avoir ici aujourd'hui. Ben, félicitations aussi à toi pour la mission. Je pense que mettre en lumière pour avoir un impact, puis mettre d'autres en lumière aussi, fait rayonner le type de personnage que tu es aussi. Donc, tout à ton honneur, félicitations pour le podcast. Parfait. Donc, on commence au commencement. Comment est-ce que la famille va? La vie a l'air de quoi ces temps-ci, au fond, Matt? Ben, vous allez m'excuser d'entrée de jeu parce que la petite voix nasale n'est pas habituelle. La garderie, elle ramène toujours ses microbes, mais la famille va bien, à part les petites grippes de saison. C'est un petit garçon qui est à l'aube de son 1 an. Donc, on l'a eu sur le tard, mais pleinement en santé puis content de l'avoir. La conjointe aussi, évidemment, de retour sur le marché du travail. Donc, on a une belle nouvelle dynamique familiale, mais au final, tant attendu, post-carrière et début, évidemment, de la carrière professionnelle. Donc, aujourd'hui, famille comblée et très heureux de l'avoir. Nice. Puis, quand je faisais mes recherches également, je me préparais au podcast, ben, j'ai vu quelque chose que je ne savais pas non plus. Là, en ce moment, on est en pleine saison de football universitaire. Le Rouge et Or, comme je dis, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Je te vois sourire un petit peu pour les éliminatoires. Je pense que j'ai hâte de voir un beau rematch, là, quand même, avec les Carabins. Mais j'ai vu que tu as fait partie de l'équipe des 25 ans du Rouge et Or. Puis quand on voit tout le talent qui est passé là-bas, toute la tradition, l'histoire qui a passé là-bas, ben, je voulais avoir ton opinion un petit peu sur déjà tes impressions par rapport à ça. Puis si tu pouvais nous parler brièvement là, de ton parcours avec le Rouge et Or, puisque ça se passe en ce moment, on est en pleine saison. Ouais, ben tu sais, les palmarès, il faut en prendre, il faut en laisser. Qui a voté, c'est-tu l'opinion publique? C'est difficile de quantifier, puis on parle beaucoup de l'expression de qui a dominé à une position ou quelle équipe à travers quelle époque. C'est difficile de quantifier entre les pionniers et ceux qui foulent le terrain aujourd'hui. Je pense que ce qui est le fun, c'est que si on a pu marquer un peu l'histoire à notre manière, puis que les gens ont pu le reconnaître, ben je pense que c'est ça le takeaway. Si on a eu le respect dans le vestiaire de nos coéquipiers, ça, c'est ce qu'on contrôle au final. Au football, on a la fameuse expression, le faire ton 12e. Puis ça, ben je pense que c'est le plus beau sport d'équipe. Puis quand 300 livres, 6 pieds 7 peut évoluer avec 5 pieds 9, 180 livres, tout le monde a un rôle et une responsabilité. Donc, si on a pu contribuer à ça, c'est cliché, mais c'est une belle école. Puis si je fais le parallèle, oui, c'est un sport universitaire ou rattaché à l'école et à l'éducation. Laval a été une super belle école de vie. Puis ça, je pense que plupart, tu sais, je dis Laval, mais je suis convaincu que tout le monde qui a un parcours quelconque dans le sport, on peut dire qu'il y a un entraîneur ou il y a un coaching staff qui les a aidés. Il y a des liens d'amitié qui se sont créés et qui demeurent encore aujourd'hui.
loin du vestiaire, puis on sait toujours que c'est peut-être pas le two-a-day qui nous manque tant comme joueur, Non. mais le vestiaire, célébrer les victoires, se rappeler peut-être des moments un peu plus difficiles. Ouais. Le parcours à Laval a été peut-être un amour du peuple que je souhaite à tout le monde de vivre un peu. La Ville de Québec a grandement adopté cette équipe-là et j'en faisais partie. Puis de côtoyer des gens dans le quotidien, le hors-terrain, pas de gilet, et que les gens puissent nous reconnaître, autant dans les milieux scolaires, civils et autres, ben ça, c'est flatteur. Ça vient de donner un petit velours quand même. On se prend pas pour quelque chose d'autre, mais quand les gens apprécient, reconnaissent et prennent le temps de serrer la main, ça, c'est un peu l'impact qu'on peut savoir qu'au-delà d'attraper un ballon ou de faire un plaqué, la société apprécie ce qu'on a pu leur offrir. Vraiment cool, Matt. Puis, qu'est-ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est aller un petit peu à l'envers. Donc j'explique, c'est qu'aujourd'hui, dans tes fonctions, le jour, tu es vice-président régional. C'est ça pour IG Wealth Management. Quand on regarde ton parcours à Laval, tu étais en intervention sportive, OK? On est comme à deux... on est à deux places... T'as fait tes recherches, oui. Ouais, on est à deux places différentes, OK? Donc, tout ce qui mène vers là, j'aimerais qu'on commence du début. Le Matt qui a commencé à Saint-Bruno, là, à jouer au football, OK? C'était quoi les débuts? Puis, est-ce que tu envisionnais, même un tout petit peu, là, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bonne question. La réponse honnête et courte, c'est non, pas du tout. Mais croire en mes moyens, ça oui. Incertain sur comment les faire épanouir, ça, je pense que tout le monde est un peu à cette croisée des chemins à un moment donné. Ouais. Puis on peut même parler de la rupture entre prendre une décision de quitter le sport et de là, quoi faire, parce que c'est quand même un gros identifiant pour la majorité. Là, si on commence à l'âge de 6, 7, 8, 9 ans et y aller jusqu'à la mi-vingtaine, ça fait un mais c'est le même parallèle avec ceux qui prennent une retraite. Travailler 30 ans de vie, puis ensuite, quoi faire par la suite, parce qu'on s'est grandement identifié. Donc, il y a des parallèles qu'on va sûrement pouvoir parler aujourd'hui. Mais si je parle de Saint-Bruno en soi, je pense que je me permets l'expression, mais le petit qui voulait avoir du plaisir. Il voulait se dépasser et se surpasser. Donc, je pense que si on y va à un dénominateur, une fondation, un dénominateur commun, je pense que c'est de livrer ce que le corps ou ce que la personne souhaite livrer. Puis ça, j'ai toujours voulu faire ça. C'était pas juste le football. J'ai eu le plaisir de pouvoir jouer au soccer, puis au hockey, basketball, volleyball. Donc, je pense qu'il y a une multidisciplinarité là, un peu de pouvoir faire des choses, découvrir des choses. Mais après ça, comme la vie se veut, ben on devient un peu plus spécialisé, où on prend un choix puis on l'assume pleinement. C'est ce que peut-être Saint-Bruno m'a permis de découvrir. Je sais qu'on a un peu ces racines-là dans le football. Donc, à un moment donné, quand t'es pas imposé un parcours et tu le choisis, je pense que ça permet... Évidemment, quelqu'un doit te le présenter, mais quand on le choisit, ben on se l'approprie un peu plus. Puis je pense que quand c'est pas forcé, ben je pense que ça, c'est le gut check qui te permet de poursuivre et d'aller au-delà de ce que le sport te demande, évidemment, année après année. Ben ouais. Puis c'est tout le temps difficile de pinpoint peut-être comme un souvenir vraiment marquant, parce qu'il y en a tellement partout où on est allé. Mais si on reste vraiment à Saint-Bruno encore avant d'aller au prochain niveau, moi, j'aimerais savoir, est-ce que tu avais d'autres mondes avant toi, dans ta famille, qui jouaient à ce sport-là ou qui étaient impliqués dans ce sport-là, qui t'ont amené vers là? Je pense que ma deuxième question, tu y as répondu un tout petit peu maintenant, mais je voulais savoir, qu'est-ce qui t'appelait vraiment comme dans le football également? J'ai une famille active, mais il n'y a pas de palmarès de haut niveau de sport. Donc, ce modèle-là n'était peut-être pas là dans son ancrage. Aujourd'hui, est-ce que ça nuit ou pas? Au contraire, je pense que ça a permis à des parents de dire si tu veux, va. Et fait. Et donc ça, à l'inverse, toutefois, j'ai quand même un papa qui a joué au football. Donc, drôle d'affaire. Il a quand même joué. Il a joué à Saint-Bruno aussi, donc où est-ce que j'ai grandi. Donc, l'ironie se veut à la même place. Donc, il a fait un peu son football civil là, mais sans plus. Je pourrais dire l'influence est peut-être aussi à ce jeune âge-là. Il y a énormément de coachs, mais mon père a été un coach dans plusieurs aspects de mon upbringing, dans plusieurs sports. Et souvent, les gens vont dire « Ah oui, le papa va favoriser l'enfant. » Moi, j'ai un papa un peu contraire à ça. Il a toujours été le coach adjoint, donc jamais en chef et jamais décisionnel. S'il jouait à l'attaque, lui, il coachait la défensive. S'il jouait au hockey comme avant, il coachait les défenseurs. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il voulait jamais être celui qui allait décider
si oui ou non j'étais soit choisi, soit allait être partant ou autre. Et il dit, si ça vient à moi, la décision de trancher, tu n'as pas fait assez de ton travail. Donc, au final, convainc la majorité de ce que tu fais ne devrait pas être dépendant d'un vote populaire, mais plus un vote sur les mérites et sur l'effort. Donc, ça a été une belle leçon jeune, pas toujours facile à un jeune âge de l'avaler, Ray, pour être honnête. Ça faisait des belles discussions dans la voiture pour le retour à la maison par moment. Mais ces frustrations ont amené un genre de feu qui brûlait en dedans de moi. J'étais un petit gars, puis tu le sais, puis j'aime ça le dire. Le football est à dominance peut-être afro-américaine, entre autres. Mon nom, c'est Leblanc. Je pesais 100 livres à je sais pas combien d'auteurs et ça a pris beaucoup de temps avant d'arriver dans un corps de monsieur, disons-le comme ça. Donc, à être pris dernier dans la cour d'école, ça m'arrivait. Et donc ça, on sous-estime peut-être le palmarès de fin versus comment ça a débuté. Et ça, quand tes amis te prennent en dernier, ben ça fait un petit quelque chose. Mais ça a été peut-être le feu, pour répondre un peu à ta deuxième question, qui a fait comme m'a l'éprouvé. Puis je pense que cette adversité-là, il faut qu'elle soit une force positive. À nouveau, c'est cliché, mais si on se déçoit à ça, la vie, c'est tough aussi par la suite. Donc, c'est peut-être trouver la façon qu'on peut canaliser un peu ça. Pas dans une hargne, pas dans une frustration, mais beaucoup plus comme vecteur de motivation. Je dirais, c'est ce qui est arrivé. Puis là, ben, je peux dire, entre mes débuts à Saint-Bruno puis mes fins à Saint-Bruno, le discours a été différent. Finalement, c'est moi qui décidais qui venait dans mon équipe, entre guillemets, dans la cour d'école. Mais j'ai pas oublié celui qui était rejeté non plus au début. Puis donc ça, je pense que ça a un court laps de temps. C'est une belle école de vie à un jeune âge d'être déçu, à peut-être se rappeler qui pourrait contribuer à l'équipe. OK. Cool. Puis sans encore connaître le reste, on va le découvrir. J'ai l'impression que je fais peut-être des connexions juste avec ce que tu as appris dans cette situation-là. Où moi, je n'ai pas joué avec toi. Comme tout le monde, je rentre au Vieux-Montréal, on parle de comme... Et il y a tel championnat qui a été gagné, tel championnat, ben c'est pas toi qui l'as gagné. You have to wear the jersey now. You have to do it now. Je pense que c'était numéro 5 aussi. 5 à l'université parce que le 7 était pris 7 au Vieux-Montréal. OK. Mais parfait. Mais là, donc, moi, je regarde tout ça, puis là, j'entends parler de Matt Leblanc, j'entends parler des autres, puis qu'est-ce qui revenait tout le temps, c'est que c'était pas nécessairement le gars le plus explosif, mais c'était un gars qui était sûr, c'est un gars qui connaissait ses affaires, c'est un gars qui allait être discipliné, puis j'ai comme l'impression que c'est des choses qui se transfèrent dans tout le reste de ton parcours, right? Puis là, maintenant, ben, tu parlais de ton fils, sans trop rentrer nécessairement là-dedans. Je suis curieux aussi de savoir ton opinion avec ton upbringing. Comment toi, tu veux approcher ça? Comme nous, avant qu'on ait notre premier fils, OK? Là, on est rendu à notre deuxième. Je me rappelle, ma femme et moi, on s'est assis, puis on se demandait vraiment, OK, comme, qu'est-ce que tu veux lui donner? Like, what do you want to give him, actually? Like, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, OK, on choisit une chose. Elle a dit, je veux qu'il soit authentique. So, peu importe ce qu'on fait, on veut aller là-dedans. Moi, je me suis dit, je veux qu'il soit courageux. Je veux qu'il comprenne que c'est correct d'avoir peur. But like, si c'est important, vas-y. You know, that's it. Je serais curieux de savoir, avec le petit Leblanc, là, you know, en construction, what's your approach? Il y a tellement pas de livres, puis tu sais, quelle question. J'ai un énorme respect, c'est quasiment émotif à la limite, Ray. C'est pas la grippe qui me fait ça, c'est les parents ont tellement de moyens d'échouer. Parce qu'il n'y en a pas de livre. Puis aujourd'hui, notre réalité de jeunesse, médias sociaux et tout le reste, je me questionne sur l'influence externe sur l'enfant, les pressions externes sur l'enfant qu'on peut même pas imaginer. On n'a pas vécu ça de cette manière-là. Avant, c'était va jouer dehors, tu sais. Un niveau cliché, mais va jouer dehors, va jouer au terrain, prends tes souliers ou ton vélo, puis go play with friends. Aujourd'hui, le rôle du parent, mon souhait, ma conjointe s'entendrait bien avec peut-être la tienne, l'authenticité pour elle, c'est clé. Ma blonde vit dans le monde où est-ce que c'est son monde et elle veut que les gens arrivent dans son monde tels qu'ils sont. Donc, elle laisse le petit bonhomme un peu s'épanouir. Moi, je suis un peu comme toi, peut-être c'est le foot qui dit, mais apprendre à faire des erreurs dans un espace sécuritaire. Faire des erreurs, sachant que c'est pas sur l'erreur qu'on te juge, mais plus dans le comment tu y fais face. Ma conjointe n'a pas fait de sport d'équipe. Moi, j'en ai fait. C'est pour ça qu'on dit qu'on fait une bonne équipe parce qu'elle a un comportement autre face des fois à certaines situations. Puis ça fait un bel équilibre de couple. Puis on blague parce que je dis,
le nôtre doit bénéficier autant du sport individuel, sport collectif que les arts, à la limite, s'il le désire, sans l'imposer, mais je pense que le vivre est une école. Puis on sait qu'au début, c'est juste apprendre à apprendre. C'est pas apprendre à exceller. Puis je pense qu'il faut pas oublier ça. Tu sais, ça qu'on sait que le sport vire vers le 12 mois par année, puis le pre, le pendant et le post-saison. Je pense qu'il faut les laisser être et vivre l'enfance telle qu'elle se doit. Plus facile dit que fait. Tu m'en reparleras dans 10 ans, puis on te parlera de notre vécu, mais c'est ce que j'essaie ou je vais essayer d'incarner. C'est un peu d'aller faire ces erreurs, d'oser, et savoir qu'on a un certain support là, tant que les choses se font avec une volonté qui est intrinsèque. C'est pour ça que c'est cool d'échanger. Puis moi, je trouve ça le fun parce que, premièrement, n'importe qui vient ici, je suis... I'm genuinely curious. You know? Comme genuinely curious. Puis là, tu dis ça, puis même, ça me frappe parce que moi-même, ça me rappelle un petit peu des choses que... ça, je le sais, mais à quel point est-ce que je l'applique, right? Donc... Anyways, on s'en reparlera dans quelques années. Mais là, mon plus vieux, il a 5 ans. OK? Il a commencé l'école. Puis là, je réalise des choses. Je me dis, il y a tellement... on a une belle relation, mais il y a tellement comme son caractère, sa façon de faire. Puis là, c'est comme, il juge tout, mais il s'exprime quand même bien. Il a comme raison. Il a raison. Mais c'est comme difficile des fois. Puis quand tu as parlé de comme on peut pas toujours avoir raison, il faut faire des erreurs, ben j'ai réalisé ça récemment. Je regardais des vidéos puis je me suis dit, wow, le rôle d'un super bon parent, c'est de comprendre également que comme c'est correct d'échouer 20-25% du temps. Si you're doing a great job the rest of the time, c'est humain. Donc, anyways, pour n'importe qui a des enfants, ça, je veux juste relancer ça, particulièrement les hommes, peut-être, parce que peut-être ça vient moins naturel pour nous. En tout cas, moi, je lève la main. Moi, c'était moi. J'apprends beaucoup. Et puisque c'est important, ben, je m'investis, right? Donc, je te l'accorde. Puis, tu sais, ce qui est tough, c'est quand tu as suffisamment de vécu et de capacité, la progression, je trouve, pédagogique auprès de quelqu'un d'autre, c'est pas de donner la réponse ou même diriger entièrement dans la direction. Donner peut-être le 180 du terrain de jeu dans lequel il faut avancer, mais peut-être pas le limiter. Puis ça, c'est ce que je donne à mes parents. Des fois, peut-être inconsciemment de ce qu'ils ont fait, mais je prends le take-away comme si c'était conscient, je leur donne le mérite. Mais souvent, les gens qui ont réussi, Ray, puis je te fais la passe là-dessus, mais souvent, ils font 2 choses de plus que la moyenne. Puis ça, c'est peu importe le niveau de scolarité, c'est qu'ils connaissent plus de mots. Plus tu connais de mots, plus tu peux être précis dans ce que tu souhaites partager au monde et tu es plus compris. Commençons par ça. Et l'autre, c'est qu'ils font plus d'erreurs. Plus tu fais d'erreurs, plus rapidement, moins tu dupliques l'erreur et plus vite vers le path to success, le chemin à la victoire, au succès ou à la réussite. Donc, on combine ces 2 éléments-là. C'est comment incarner ça. Là, j'ai pas la recette du comment, mais au moins, si on regarde à bien communiquer, bien relater dans un monde de tout se fait automatiquement, puis les chats GPT et autres, ben, qu'est-ce qui reste? C'est la relation, je pense, qui est importante. Autant père-fils, mère-fils, mère-fille, qu'avec travailleurs, avec collègues. Donc, tu sais, c'est ce que je vais essayer. Comme je t'ai dit, dans 5-10 ans, là, on en reparlera de nos réussites ou échecs, là, mais ça me fait un plaisir d'élaborer là-dessus. Puis dans le football, autant que dans le monde des affaires, ben, ces relations-là, elles sont très importantes. Donc encore, si on part de Saint-Bruno, ensuite aller au cégep du Vieux-Montréal, tu as eu du succès à Saint-Bruno. Tu as eu quand même beaucoup de succès là-bas. Donc, pourquoi le cégep du Vieux-Montréal? Parce que c'est sûr que je sais que tu étais recruté à différentes places. Est-ce que c'est ces relations-là? Est-ce que c'est quoi pour toi? Drôle d'affaire parce que le Vieux, pour moi, c'était un cercle. C'était énorme. C'était du jamais vu. C'est quelque chose auquel j'avais jamais été exposé. Puis je me sentais quasiment imposteur à la limite ou le outsider dans mon propre Québec, dans le sport que j'ai toujours connu. C'est comme, my God, là, j'arrive où ici? Puis la fameuse tune Welcome to the Jungle, j'étais comme, man, ma première pratique un vendredi, j'ai pris un 2 minutes. Mais quand tu parles à tout le monde, après, tout le monde dit la même chose. Donc, je pense que c'était la force à l'époque de l'ADN, de ce que le staff, de l'organisation, de ce qui était créé. Moi, c'est Michel Arsenault qui m'avait repéré. Michel habitait du moins à Saint-Bruno. Puis il venait faire son tour au parc de Saint-Bruno, qui est venu m'approcher à un moment donné. La parole là. Et longue histoire courte, ben, je dis, why not, sautons. Moi, je le demeure, même si je suis bilingue, mais j'étais une petite tendance anglophone un peu plus. Donc, les couleurs bleues et rouges dans le circuit collégial à l'époque étaient plus Vanier et Lennoxville qui était une tendance.
Mais Marc Santerre, Michel Arsenault ont réussi à me faire voir quelque chose d'autre, à accepter un défi. J'avais pas vraiment officiellement étudié en anglais non plus avant ce moment, en français, c'est-à-dire à ce moment-là. Donc, c'était un saut barrière de peut-être apprentissage différemment. Mais Michel a trouvé la façon de m'intégrer dans ça au niveau scolarité. Et Marc et l'équipe, comme tu connais, ont pas fait une place, mais ont accueilli à bras ouverts. C'était à moi de faire cette place-là. Puis c'était pas évident non plus, on se le cachera pas. J'avais quand même un receveur avant moi qui était là, qui s'appelait et qui s'appelle toujours, mais Sam Champagne, qui a eu toute... son nom va sans se le dire, là, mais il y a toutes les réussites. Et il y avait toutes ces réussites-là à ce moment-là. Donc, je suis arrivé avec un poste à peut-être prendre et après ça, vivre avec les conséquences d'un système offensif qui était plus axé sur la course aussi. Il y avait plein de raisons pour pas y aller, Ray, honnêtement. Plus je t'en parle, plus je réalise. Mais en même temps, je voulais appartenir à quelque chose qui semblait être structuré, qui était ordonné. Puis qui avait un peu ce sentiment-là de... above and beyond, peu importe j'appelle ça le walk of life dont tu proviens. Tout le monde migrait vers ce terrain-là. On ne sait pas tous parce que tout le monde en repartait par la suite. Mais ce ralliement-là, cette solidarité-là auprès de ce noyau-là de joueurs à l'époque, j'ai jamais vu un peu ça depuis, pour être honnête. Puis j'ai vu plein d'autres équipes, plein d'autres organisations. Mais ce sentiment-là était quand même fort. Puis je regrette aucunement le choix, évidemment. Vraiment cool. Je vais garder ça dans une poche. Je vais revenir à ça tout à l'heure quand tu me parles de... Tu voulais appartenir à quelque chose de structuré, d'ordonné, parce qu'encore, j'ai fait quand même beaucoup de recherches. J'ai vu que tu as été featured, je pense, dans un magazine, business magazine ou quelque chose comme ça. Tu fais des recherches. Oui, I have to. Puis, j'ai vu que tu parlais spécifiquement de ça. Quand tu parles comme dans le monde des affaires, surtout quand tu as une équipe, il faut que tu aies un game plan. Donc, on reviendra... là-dedans également. OK, donc c'est vraiment cool. Je sais que tous tes entraîneurs, d'une façon ou d'une autre, ont eu un impact sur toi à travers ton parcours. Ton père, tes parents ont eu un impact sur toi. Au Vieux-Montréal, je sais qu'il y a un certain Hervé Nicole particulièrement. Si tu pouvais me parler de cette relation-là, puis de l'influence qu'il y a sur toi. Shout out Hervé Nicole. Oui, en effet. Puis je vais être honnête, Vieux-Montréal avait, comme je dis, toutes les cultures et tout le clash de société qui allait là. Et c'était une super belle école juste d'humilité, d'être un peu plus à l'écoute que d'être un peu dans notre nombril du monde. Donc ça, c'est le fun quand on peut s'exposer à d'autres. Réticent peut-être comme on peut tous l'être dans un nouvel environnement. Hervé, français, Vieux-Montréal, tout ce qui fitait pas. Et quand je regardais arriver avec tout l'amour, s'il écoute ça, je pouvais pas croire qu'il avait joué au football. Cela dit, est-ce que quelqu'un doit être, et don't judge a book by its cover, mais est-ce que quelqu'un doit être un excellent joueur pour être un excellent coach? Non. On connaît toute la réponse. Et souvent, on va parler d'un Marc Santerre avec tout le respect et le mérite qui lui revient. Mais il y a aussi un coaching staff. Un bon leader, c'est bien s'entourer. Et Hervé, pour moi, et on peut dire Alex Descombes, qui était son acolyte là, selon les moments, Hervé était celui qui a réussi à me casser. J'arrivais de Saint-Bruno avec une confiance, pour dire, parce que je pense que chaque footballeur a une confiance. Et après le premier camp d'entraînement, il m'a dit les premières paroles, je me rappelle encore, il dit « T'es très bon, mais quand le ballon va pas à toi, t'es très paresseux. » Et j'ai fait « Ah oui? » Puis c'est la première fois qu'il y avait des caméras, des vidéos, on commençait à faire des cut-ups, comme dans le jargon, puis il me dit « Voici, toute la moitié du terrain, c'est que la balle va pas à toi là-dessus. » Et ça a pris ce moment-là pour réaliser que oui, quand on joue au civil, on peut se permettre peut-être ou par moment, mais le caractère d'un joueur, c'est de faire quand personne te regarde ou quand l'attention n'est pas virée par toi. Et c'est un peu de l'histoire qui m'a raconté à ce moment-là. Puis c'est là que il y a eu un switch qui a été fait. De surpasser, c'est beaucoup plus quand les choses vont pas bien ou vont pas à toi. Comment tu te démarques. Puis ça a été le début d'un apprentissage que personne n'avait osé me dire. Et avec le tac légendaire d'Hervé, il n'a pas mis ses gants blancs, là. Il m'a dit tel que c'est l'était, puis il m'a travaillé fort l'orgueil. Il n'y a pas une fois que je quittais le terrain de pratique, mais c'est ce qu'on souhaite. Donc quand ça vient d'une bonne place, il faut juste se regarder des fois dans le miroir un peu plus et de questionner pourquoi un coach est là. C'est pas pour te féliciter tout le temps. Des fois, c'est autre chose. Il y a un apprentissage, puis ça, à ce jour, j'en suis reconnaissant sur sa précision de ses coachings et de ses points techniques qu'il m'apportait.
je peux sentir que c'était un moment vraiment marquant, pas juste côté football, mais pour tout le reste, peut-être la façon de voir les choses, la direction. Puis je reviens souvent au fait, comme quand on commence une nouvelle carrière ou qu'on se lance en affaires, je me rappelle, je reviens à quelques épisodes avec Mehdi Abdesman, on va dire qu'il y a beaucoup de succès en immobilier en ce moment. Il faut pas oublier que quand il commençait, il n'y avait rien. Pour longtemps, là, il n'y avait absolument rien. Puis peu importe les efforts qu'il mettait, ben rien revenait. Puis là, off-camera, on parlait de différentes choses que je voulais partager avec toi pour avoir un peu ton opinion là-dessus. Mais on donnait l'analogie comme d'une épée, on va dire. Puis avant de devenir une épée super aiguisée, ben on doit te mettre dans le chaud, on doit... tu comprends, on doit te poncer exactement. Il y a toutes sortes d'étincelles, ça chauffe, ça brûle. T'as aucune idée de qu'est-ce qui se passe, mais c'est parce que you're being sharpened, comme on dit, excusez l'anglicisme, you're being sharpened pour devenir quelque chose d'autre. Donc on dirait que j'ai l'impression que c'est un moment qui t'a vraiment propulsé ailleurs, puis qui était comme le début, incluant tout ce qui venait avant ça pour voir peut-être un peu le Matt qu'on voit aujourd'hui. Ouais, puis des fois, tu sais, tout commentaire peut être pris comme de quoi il parle. Tu sais, puis je dis pas que des fois, le cerveau s'échappe pas dans ces pensées-là de dire « Ah, c'est lui, c'est pas moi. C'est eux, c'est pas moi. » Mais après ça, il faut se rappeler, ces gens-là sont là pourquoi? Que ce soit nos clients, que ce soit notre staff, nos coéquipiers, si l'opinion de un peut être celui de d'autres, on peut-tu prendre un moment nous-mêmes à dire, avant d'attaquer, on peut-tu juste réfléchir un peu? Puis peut-être qu'il y a du tort, peut-être qu'il y a du bien, peut-être qu'une combinaison des deux. Mais aujourd'hui, autant dans le modèle des affaires, ben, comme Rémi, j'ai parti de rien aussi. Les gens sous-estiment cet aspect-là, mais tu sais, aujourd'hui, je dors comme genre d'affaires quand je décide de dépenser sur une chambre d'hôtel, puis assumer ce coût-là là, pour moi perso, par affaire, mais au début, quand j'étais en affaires, la chambre d'hôtel à 200 $, je préférais, puis je le dis ouvertement, j'ai opté pour dormir dans ma voiture parce qu'un 200 $, ça va ailleurs, peut-être en affaires ou vers l'objectif. Donc, il faut devenir un peu débrouillant pour savoir. Là, aujourd'hui, on vieillit, Ray, nos blessures de guerre ressortent, donc je préfère un matelas versus le backseat d'une voiture. Mais le souhait aujourd'hui, c'est de dire, ben, quel sacrifice? Parce que c'est pas... Être arriviste, là, n'est pas un mérite, n'est pas une destination. Être arriviste, c'est une fin. Souvent, c'est le 6 pieds sous terre, comme j'aime bien dire. Donc, tout est un processus. Je pense qu'il y a toujours une tranche d'humilité puis un droit de regard sur soi-même qui doit être fait. Puis partir de rien, ça, c'est hier. Il y a un petit peu plus demain, souhaitons-le, parce que tu as fait de quoi de plus. Puis souvent, on voit la montagne, comme tu sais, mais le un pas, can you see the one step ahead? Prends ce pas-là. Puis ça fait une différence si tu combines 25, 40, 1000 pas, et ainsi de suite. Donc, Hervé a été parmi les premiers pas, drôlement, puis les gens peuvent... C'est 18 ans, là, c'est 17 ans, là, en tout cas, dans ces eaux-là, là, 17 ans, mes premiers... Ou en tout cas, première claque sportive sur la gueule au niveau du football. Je l'ai avalé de travers, pour être honnête, mais il l'a dit à sa façon, il a été authentique dans qui il est. Il n'a pas changé les années qui ont suivi de qui il était. Et donc, pour moi, ben, c'est ce qu'il est. Puis il l'a fait pour le bien, et ça a changé un peu ma façon de jouer par la suite. Nice. Donc, on parlait de structure, encore d'organisation, ben, du vieux. Après tout le succès qu'il y a au vieux, ben, quand on parle de structure, ben, il y a le Rouge et Or. Il y a la machine du Rouge et Or menée par Glenn Constantin, toute son équipe et la culture qu'ils ont bâtie là-bas. Donc, là, tu t'en vas là-bas. Première année, MVP au Bol d'Or. Right? Premier, ben, au vieux, c'était le Bol d'Or. J'étais MVP à ma première année, oui. Mais après ça, c'est à la Vanier Cup. Ouais, exact, tout à fait. Ça, c'est la première année MVP Vanier Cup. Je pense que tu as été kicker un petit peu dans ce match-là. Notre botteur s'est blessé, puis le roster, comme vous savez, là, il faut limiter qui on avait, blessé. Donc, ouais, ils m'ont demandé de rajouter ça à mes tâches pour les 2 derniers matchs de l'année. Salut! Peu importe où tu es, si tu es en train d'écouter, ben encore une fois, je veux tout simplement te remercier. J'espère que comme moi, tu es en train de vraiment absorber tout le knowledge que Matt Leblanc est en train de partager. Je veux juste te rappeler que ton engagement pour aider le show, ben, ça va vraiment loin. Donc, appuie le bouton abonne-toi, partage à quelqu'un, laisse un commentaire, like, puis je te remercie. On retourne au show. Donc, au-delà de comme les performances sur le terrain, quelle leçon de vie et d'affaires tu retiens de ton parcours chez le Rouge et Or?
Ce qui est, plus ça allait, le vieux était formateur pour Laval, pour l'Université Laval. C'est-à-dire que la structure débutée, du moins au côté collégial, a permis de rentrer, d'adhérer à une structure, appelons-la universitaire. Ce qui est top, c'est que plus ça va, plus les gens sont bons. T'sais, on dit souvent, qu'est-ce qui démarque l'élite ou les professionnels? C'est plus grand-chose rendu là. Ouais. Les gens sont forts, les gens sont vite, les gens sont pleins d'éléments. Quelle est la force maintenant que les gens ont? Je pense que c'est leur résilience. Donc, dans la structure, c'est comment tu opères puis comment tu te prépares aux intempéries. Ouais. Et comme un match peut t'exiger à botter, si on l'a déjà fait, don't get me wrong, j'ai botté toute ma vie. C'était pas un lundi que Coach Glenn ou Justin ou le coaching staff a dit « Ouais, c'est toi aujourd'hui, bonne chance. C'est le dernier match de l'année, donc don't screw up. » Ça n'a pas été dans cette optique-là. On pratique, on prépare. Et ce que les gens sous-estiment, c'est ce qui m'a marqué de Laval, le nombre de jeux soit truqué ou le nombre de jeux dans un playbook que je connais, que nous avons pratiqué à maintes et maintes reprises, qu'on n'a jamais utilisé de notre vie, m'a appris à quel point que les scénarios peuvent être multiples, mais au moins on a un bagage de points de référence dans le réflexe humain, dans le réflexe biomécanique. Ça arrive, tu l'as pratiqué. Au point tel, je te fais un parallèle entre Laval et une histoire qui s'est passée contre Sun Youth, pour ne pas te le dire, à Saint-Bruno. C'était un match de demi-finale. J'ignore un peu le détail, mais tout le monde en parle encore aujourd'hui. Où est-ce que on voit ça un peu dans le football canadien, où est-ce que les gens vont botter et rebotter de la ligne zone début pour préserver le point, là, pour ceux qui connaissent un peu le football. Et on avait pratiqué, on avait zéro pratiqué ça à Saint-Bruno, personne n'ignorait ça. Et on s'est retrouvé dans cette situation-là, midget. Et moi, ben, ils ont dit, sors la balle de la zone début. Donc, je sortis la balle de la zone début, puis il dit, sors les out of bounds. Moi, j'ai garoché, ne sachant pas qu'il fallait botter. Ouais. Ça a donné les points pour égaler le match à l'autre équipe. Donc, j'étais peut-être un joueur fort de l'équipe, mais j'ai fait une erreur, bon, que j'ignorais. Ça m'a appris de mettre le nez dans le livre des règlements, mais universitaire, il n'y a pas une pratique par semaine qu'on n'a pas pratiqué ça, sans que j'aille adresser ça, et j'étais parmi ceux qui étaient là, et j'ai dû l'exercer. Cet échec-là est devenu quand même un moment assez important universitaire pour... Donc, ce que je veux dire, c'est ça m'a marqué. J'en parle encore à certains coéquipiers 20 ans plus tard de ce moment-là, mais c'est jamais devenu un fait d'actualité par la suite, en raison du fait que ça a été peut-être l'échec qui ramène la pratique, mais à Laval, on l'a pratiqué tout le temps. Donc, les petits détails vont jamais apparaître, mais ça ignore pas le fait qu'il faut quand même les pratiquer pour que ça devienne un automatisme. Le système d'alarme prend... Qu'est-ce qu'on fait? Ben, tout le monde devrait savoir. C'est pas juste faire le one leader, c'est qu'on sait comme meute, comme 12 joueurs, où est-ce qu'il faut aller. Donc ça a été peut-être le fait le plus marquant. L'attention aux détails qu'il y avait. Je lève le chapeau au coaching staff. Il dormait surtout, peut-être autant qu'un parent qu'un nouveau-né, là, voire moins. Je sais que Glenn, là, puis Glenn et tout le staff, je sais que des fois, il y a des dodos dans le vestiaire ou dans le coaching staff room là, qui se faisait pour préparer les joueurs. Donc ça, si tu démontres ça, tu n'as pas le choix comme joueur de livrer ça parce que le staff te prépare en conséquence. Donc, tu sais, je pense qu'il y avait une belle symbiose entre l'effort que les autres prenaient et tenaient à nous préparer et que nous, on n'avait pas le choix d'exécuter. Je trouve qu'il y a tellement de choses là-dedans, comme la valeur de la préparation. La valeur de la préparation. Puis c'est sûr que tu le vois tous les jours dans ce que tu fais avec ton équipe. Moi aussi, je le vois tous les jours quand je parle avec des entrepreneurs. Souvent, on se concentre tellement sur comme le comment plutôt que le quoi puis le pourquoi. Right? Puis ça part de là, c'est ça les fondements. Puis c'est drôle, on dirait que dans les meilleurs mentors ou les gens les plus influents qu'on a eus, ben, c'était des coachs de football qui sont /philosophes, je sais pas trop quoi, mais mon coach aussi à l'université à Northern Colorado, il disait toujours prepare to win, expect to win, play to win. Prepare to win, expect to win, play to win. Puis c'est comme par étape, il y a une raison. Puis là, je m'en viens à la dernière étape de ton parcours avec le Rouge et Or, où vous gagnez des Coupes Vanier, tu as du succès, clairement, tu es passionné par le football, tu fais ça depuis que tu as 6 ans. You know? Tu veux faire ça le plus longtemps que tu veux, puis boum, déchirure ACL, ton draft year, ta dernière année. Parle-nous de ça un petit peu, parce que tu as préparé, veux pas, pour quelque chose. Cette chose-là, c'est pas passé comme tu voulais. What's next?
C'est rempli d'échecs, puis il n'y a pas énormément de milestones d'échecs dans le sens qu'il ne faut pas que ça nous attaque tant que ça, mais il faut quand même les prendre lorsqu'elles passent. Et ce déchirure-là d'ACL qui m'a, soit dit en passant, fait rater toute la saison, c'était au premier match de la saison d'ouverture, m'a fait perdre aussi cette année-là. Donc, il n'y a eu aucun passe-passe au niveau du CIS à l'époque, U-Sports, de pouvoir m'ordonner la saison. Bon, on a tous nos opinions, mais techniquement, je ne cadrais pas dans le droit de récupérer cette saison-là. Et c'était l'année de repêchage. Donc, il y avait comme plein de petits échecs. Et c'est la première fois que j'ai vécu la retraite du sport d'une certaine manière. Mon mindset a drifté vers « Hey, le rehab, c'est seul. Oui, physio et autres, mais tu sais, quand tu cours d'un gradin ou tu vas à la salle de muscu quand l'équipe est sur le terrain, tu vas pas faire le voyage d'équipe parce que tu es un +1 là, dans la saison régulière. Tu es dans la salle de physio avec les autres éclopés, handicapés qui sont là en train d'écouter le match à la télé ou à la radio. Ça te donne une perspective que je pensais pas devoir vivre aussi rapidement. Donc ça, c'était, malgré moi, une expérience de dire « Ouh, ça devient réel plus vite que je le pensais ». Mon mindset, toutefois, c'était de quand même décider quand j'allais arrêter le sport. Ça, c'est la blessure qui m'a ralenti. Et donc, je voulais absolument revenir sur le terrain, jouer une 5e année, peu importe ce qu'elle allait arriver. C'est sûr que les discussions professionnelles et les dépisteurs, les recruteurs étaient peut-être moins présentes parce que là, je retrouvais à être un handicapé en rehab versus une pertinence pour eux l'année précédente. Mais je dois au moins revenir, finir au moins ce parcours-là universitaire en beauté. On a pu remporter la Coupe Vanier cette année-là. J'ai joué receveur avec une brace, c'est jamais trop chic comparativement aux joueurs de ligne. Donc c'est sûr que ça avait ses défis à ce moment-là. Mais au point tel que je voulais même poursuivre. C'est pour ça que j'ai poursuivi un peu légèrement après parce que j'avais pas fini. On dirait que je voulais jouer une année pas de brace. Je voulais retrouver un peu ce que pardonnez l'expression, mais le petit cul de Saint-Bruno pouvait peut-être clôturer, un peu même dans un certain désordre, parce que les prochaines étapes de football ont été peut-être moins organisées que qu'est-ce que ça avait été auparavant. Mais je tenais à prouver à moi-même que je pouvais au moins revenir. Peu importe le stade de football, je pense qu'on sait en dedans de nous. Le jour où tu n'es plus le meilleur joueur sur le terrain dans ta tête, c'est le jour que quelqu'un d'autre va l'être à ta place. Et ça, c'est là que tu commences à déjà régresser ou te retirer du sport. J'étais pas tout à fait là. C'est venu pas longtemps après, mais j'ai pu revenir, j'ai pu jouer, mais c'était le déclic déjà que, plan B. Même si on est à l'école, même si on sait tous ces éléments-là, c'est devenu réel pour la première fois. Vraiment cool. Puis, je regarde même ton parcours, puis je trouve ça drôle parce qu'il y a quand même des similarités avec moi. Toi, tu étais étudiant en intervention sportive. Comme je dis, tu as quand même continué après l'Université Laval. Tu pourras adresser ça un petit peu. Mais disons que tu étudiais en intervention sportive. Donc, clairement, tu avais un intérêt pour continuer ta carrière là-dedans. Peut-être que tu avais des intérêts divers également. Moi, de mon côté, j'étudiais en journalisme, mais juste parce que je ne savais pas trop quoi faire, puis je me disais, it's fun. Puis, je pouvais avoir un stage avec Fox à Denver, je me disais, why not? You know? Donc, je faisais ça. Mais après ça, tout m'a ramené vers le sport. Puis là, d'une façon ou d'une autre, je suis comme plus dans le sport. C'était comme par défaut parce que c'est toujours ça que j'ai fait. Donc, si tu pouvais nous parler un petit peu de ce moment-là où, comme tu as dit, tu voulais clôturer ton parcours sportif pour aller par défaut dans le sport, ce que tu as fait. Puis, ultimement, ben, ça t'a peut-être ouvert les yeux pour t'amener ailleurs par la suite, par tes expériences. Donc, je sais qu'on s'en va à différentes places. Mais si tu pouvais nous parler de ce process-là un peu. Ton message ou même ta question, Ray, elle parle un peu plus de qu'est-ce que tu souhaitais faire. Puis je pense qu'on parle de redonner. Je pense que ton mot qu'on pourrait dire de cette question-là, c'est redonner. J'ai fait quand même un camp avec les Argonauts de Toronto parce que c'est eux qui voulaient me repêcher dans leur discussion qui n'a jamais eu lieu. Ils m'ont quand même donné une shot. Bon, génial, fais ci, fais ça, mais à un moment donné, il y a toujours plus beau, plus jeune, plus fort, plus vite. Et moi, j'ai un X sur un genou droit qui fait que si on peut miser sur un plus jeune, on va le faire. Et ça n'a pas fonctionné, puis c'est super correct. C'est des super belles expériences. J'avais pas fini. J'ai été dans la training camp à la UFL à Orlando aussi, camp d'entraînement qui a quand même duré longtemps, mais par la suite, je cherchais 3 spots, on était à 46. Ça donne une idée sur, the game of numbers fait en sorte que... Ils savent peut-être déjà un petit peu qui fait là. Viens mais. Donc oui, on va te payer les 3 repas, là, mais après ça, c'est peut-être tes practice squad plus que d'autres choses. Mais bon, super belle expérience là également.
j'ai abouti en Europe et j'ai réalisé le football un peu partout, puis qu'est-ce que ça faisait ou qu'est-ce qui manquait dans la réussite d'une équipe. Souvent, c'est la structure. Souvent, c'est le planning, la volonté des gens d'y être, mais le planning de ceux qui prennent ça au sérieux. Et donc, la progression, pour moi, la pédagogie, la vouloir de redonner, a fait en sorte que quand je suis revenu, ben j'ai fait un peu, comme toi, drôlement, Ray, j'ai fait un peu de télé puis radio. J'ai couvert les matchs du Rouge et Or à la radio et à la télé, et j'ai fait ça pendant quelques années dans le but de partager peut-être la passion de ce que j'avais vécu. J'ai coaché aussi un peu ici et là, jamais trop stable parce que tout le respect pour les coachs, c'est beaucoup de temps investi. C'est une vocation. Regarde, tu sais, l'enseignement, les infirmières puis les coachs de sport amateurs, c'est qu'un chapeau que je vous lève à tous. Donc, pour moi, le fait de coacher, enseigner, être pédagogue était important. Maintenant, est-ce qu'on peut être pédagogue en vente? Oui. Est-ce qu'on peut être pédagogue en enseignement pur à l'éducation? Yes. Oui. Est-ce qu'on peut être coach de sport? Oui. Donc, la transition pour moi de l'intervention sportive, qui est plus la gestion du sport et sa gouvernance, là, être un ministère des Sports, finalement, je réalisais que c'est pas tant ça que je veux faire, parce que si on peut impacter un jeune qui en impacte deux, je pense que le ripple effect peut être pas mal plus grand. L'organigramme peut grandir pas mal plus de façon plus importante. Et donc, ce qui m'a fait progresser vers peut-être un autre aspect. C'est un joueur, c'est un joueur sportif, un joueur de hockey qui m'avait approché, un ami. Puis lui, il me parlait de la pédagogie de la finance. Et avec ça, j'ai fait, ouais, c'est un peu naturel. Finalement, les élèves sont juste plus grisonnants, peut-être plus âgés ou même peut-être plus jeunes, cherchent une transition. Mais plus important, je cherche un peu un guide, un tuteur, une direction, un GPS, une boussole, tous ces éléments-là. Si je peux l'être, parce que j'ai eu plein de conseils dans ma vie comme joueur ou comme personne qui voulait épargner, jamais vraiment entièrement satisfait non plus. Ouais. Et donc, le but, c'était peut-être de trouver une façon de redonner sur un aspect autre. Et cette opportunité-là est venue, peut-être pas tout de suite. Là, j'ai vécu le deuil la transition du footballeur, mais ça m'a été quand même relativement rapidement présenté en dedans d'un an de la retraite officielle, et j'ai embarqué à pieds joints dans cette nouvelle aventure-là. Vraiment cool. Donc, si je comprends bien, tu fais le processus pour devenir planificateur financier parce qu'à travers tes propres expériences, tu vois que tu n'es pas nécessairement toujours conseillé de la façon que ça peut vraiment répondre à tes besoins. Tu es un coach de base, mais coach, ça ne veut pas dire nécessairement coacher le sport. Tu peux coacher plein de choses différentes. Puis là, qu'est-ce que je trouvais intéressant aussi dans ton parcours, puis juste en te parlant, c'est que, et je crois vraiment à ça, là, à 100%, je ne sais pas si tu le vois pareil, mais j'ai réalisé cette année, puis je le dis souvent, je pensais que j'aimais le football, mais je réalise que ce n'est pas nécessairement le football que j'aimais, c'est qu'est-ce que le football me donnait, right? Puis si je réplique ces aspects-là spécifiques dans d'autres aspects de ma vie, je peux être aussi passionné que quand j'étais au football. Donc, d'une façon ou d'une autre, là, tu te lances dans quelque chose qui te passionne à zéro, parce que c'est entrepreneur, right? Planificateur financier, tu pars de là pour arriver où tu es maintenant avec IG Wealth Management. Donc, si tu pouvais nous parler juste aussi de ce processus-là, genre rapidement, puis après, on arrive vraiment dans le day-to-day, là, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pour dire qu'il faut faire un saut, il faut y croire. Des fois, on peut mettre la grosse orteille dans l'eau pour savoir la température, mais les conversations avec mes parents, même à l'époque, parce que je voulais pas avoir de l'aide, je voulais pas avoir du love money, moi, me faire financer ou créditer ce parcours-là. Je suis un peu orgueilleux, ne serait-ce que cela. Un peu. Je voulais prouver que j'étais capable, above and beyond la charité ou autre. Je dis pas que ceux qui ont des leviers dans la vie, saisissez-les pas. Au contraire, je pense que la vie, c'est des contacts, c'est des opportunités, mais il faut se rappeler que l'opportunité peut pas être 51% de ta réussite. Il faut que tu ailles et veulent plus que ce pourcentage-là ou ce balancier-là lorsqu'il est présenté. C'était tough. Les premières années, j'ai parti d'un emploi qui me rémunérait très bien. Un emploi, donc commençons à stabilité. Emploi, avantage, même une voiture de compagnie, à moi, je vais aller sauter dans le vide et devoir m'acheter la voiture, payer ma propre essence et tout le tralala. Les fins finaux vont dire « Ouais, mais c'est des dépenses. » Ouais, mais encore, il faut qu'on gagne des revenus pour rendre déductibles des dépenses. Donc, dans cet ordre d'idée-là, c'est de dire qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi l'élément jour 1 que je dois faire? Est-ce que ça me tente de le faire? Est-ce que je suis passionné de le faire? Est-ce que j'ai croyance qu'en faisant ceci, ça va se bâtir? Un empire, ça se construit une brique, une fondation à la fois, et après ça, solidifions la base. Donc, j'ai eu énormément de gens, de mentors qui m'ont entouré, dont celui que j'ai encore comme ami, mais qui est mentor aujourd'hui, Hugo,
qui est un conseiller émérite chez nous. Il m'a appris la façon de faire. Pas pédagogue nécessairement dans ses paroles, pédagogue dans ses actions. Donc, des fois, viens me suivre, viens faire shadowing. Donc, sous-estimons pas la gratuité, des fois, de juste aller voir quelqu'un œuvrer. Par exposition. Exactement. Yeah. D'être là. Aller voir la pratique se faire comme joueur ou aller voir un bon réalisé. Yeah. C'est pas tout ce qu'on va garder, mais il y a des choses qu'on... Donc, je suis le meilleur produit de vol qualifié que je dis à tout le monde. J'ai pu pick and choose de ce qui me représentait dans l'authenticité, mais que je souhaitais fasse partie de mon parcours pour l'expérience des gens que je voulais offrir. Puis tu sais, le saut intervention sportive, gestion du sport, c'était beaucoup plus une volonté de pouvoir aider à créer des structures pour que les gens, un peu comme tu le mentionnais, puis que tu souhaites faire, d'aider des gens à réussir. Tu as un parcours, tu as une réussite, je crois que j'en ai eu une, j'aimerais donc ça que les gens puissent vivre ça. Et donc là, ben, dans les finances, j'ai réalisé que l'argent n'achète pas le bonheur, mais ça peut faciliter des leviers. Donc si on peut amener une paix d'esprit financière auprès des gens, pour qu'ils puissent au moins savoir l'écosystème dans lequel ils œuvrent et comment l'optimiser, ça leur permet à faire des meilleures décisions en connaissance de cause. Si aujourd'hui, je meurs avec plein de sous, aurais-tu pu mieux vivre avant que cela arrive, right? Payer de l'impôt au décès, ça arrive. C'est correct. Mais ultimement, si on avait, en cas où, Ray, je ferai pas ça, je dépenserai pas ça, et finalement, on a juste une vie. Il n'y a pas de rewind sur ce volet-là. Donc, moi, en regardant les gens vieillir et peut-être pas bien positionner leurs affaires, je me dis, je peux pas concevoir que la vie, la finalité, c'est un peu comme, on va y aller au tâton. On verra si ça fonctionne comme je le souhaite. Commençons avec un game plan. Puis ça, ben, c'est un peu ce qui m'avait été dit le plus possible de l'offre qui m'avait été présentée de la compagnie sur laquelle je me retrouve aujourd'hui. Cool. Puis, quand je regarde IG Wealth Management, comme je t'ai dit avant le show, je suis impressionné de différentes façons parce que je savais pas. Je savais pas. Je regarde telle chose, je regarde l'approche, ou surtout depuis la pandémie, OK? Je pense qu'il y a eu des éveils pour beaucoup de gens, OK? Puis, vous avez pris un positionnement où vous êtes très disponible pour les gens, mais où ils sont, OK? C'est pas nécessairement à 100% le vieux modèle old school, il y a beaucoup de pédagogie avant tout. Puis, ultimement, je pense également, tu parlais d'un game plan, puis savoir où on s'en va. Mais moi, qu'est-ce que j'aime de votre approche, puis que j'aimerais que tu en parles, c'est que je pense que le sujet de l'argent, les finances, c'est un sujet qui est toujours tabou, un peu partout, particulièrement au Québec. Au Québec, OK? On a moins peur d'en parler, donc on va en parler un petit peu, mais vous avez une approche où vous voulez gagner la confiance avant tout des Canadiens à travers leurs finances, OK? Puis comprendre que, comme tu as dit, c'est un levier, c'est un outil pour leur permettre d'avoir la vie ultimement qu'ils souhaitent. Peu importe c'est quoi, ça part par avoir de la clarté là-dedans, puis avoir des gens pour vous accompagner là-dedans. Donc, si tu pouvais me parler déjà de comme cette approche-là, comment est-ce que vous le faites, puis c'est quoi l'objectif ultime derrière? Dans un monde où est-ce que tout est disponible en info, la problématique, c'est quelle est la bonne. Même si elle est bonne, Ray, le problème avec ça, c'est quoi? Ben, j'ai attrapé un ballon, j'ai botté un ballon, j'ai lancé un ballon. Great, mais ça fait pas de toi un footballeur, right? Il y a tellement d'autres composantes que si on garde juste le produit ou l'élément nominal, il y a tellement un écosystème si on pense sur le plan fiscal, financier. Puis ça, c'est l'année passée. L'an prochain sera quelque chose d'autre avec nos paliers gouvernementaux, l'économie, le marché et la situation personnelle des individus. Donc, quelqu'un qui évolue, une famille, travail, changement d'emploi, perte d'emploi, bonification. Tous les éléments, héritage, décès, gestion de maladie, tous ces éléments-là font partie de la vie. Donc, se cacher la tête dans le sable, le rôle du planificateur chez nous, c'est pas de gérer une entité qui est un produit et promouvoir des choses qu'on peut pas garantir, telles qu'un rendement. La notion de l'industrie parle beaucoup de ces éléments-là. Versus, est-ce qu'on peut parler des choses qui, peu importe ce qui arrivera, dont on contrôle pas tout à fait, peut-on parler des choses dont on contrôle? La victoire ou la défaite à la fin du match, on ne la contrôle pas. Le comportement et l'effort dans notre préparation et le positionnement et notre processus, lui, on le contrôle. Donc, le rôle chez nous du planif, c'est d'entourer. Il y a les spécialistes, comptables, fiscales, avocats, name it, gestionnaires de portefeuille, mais ultimement, la relation du client, c'est un peu comme le quarterback. Au final, c'est quoi les objectifs, préoccupations? Quelle est la démarche peut-on entreprendre auprès d'un client pour dire... Ça va arriver. Les marchés, ça va arriver. Peut-être une personne sur 3 tombe malade, il va falloir l'adresser. Mais ultimement, quels sont les objectifs? Ça canalise les gens vers, on va dire, un vecteur d'ambition, de planif. It's never the objective's fault. C'est pas la faute de l'objectif si on ne l'atteint pas. C'est notre alignement avec. Puis si on le perd dans le brouillard, ben
change ton compas, fais juste réorienter un peu ces affaires-là, bad things will happen. Malheureusement. Et donc, si je reviens à notre rôle dans le quotidien, tout le monde, ah oui, les rendements puis les marchés, mais les gens ne souhaitent pas des rendements, pour être honnête. Ils souhaitent un revenu. Ils souhaitent un revenu pour générer une paix d'esprit, une paye et une paix d'esprit pour leur vieux jour. Donc, pourquoi vivre des soubresauts et autres si on peut, tranquillement, pas vite, réduire la volatilité et tellement la tumulte qu'on vit dans nos écosystèmes aujourd'hui, planétaires à la limite, de comment la pandémie nous a appris à dire, ben là, il faut revoir un peu nos priorités. Les choses peuvent arriver, il faut revoir un peu notre plan d'action, notre plan court terme, moyen et long terme. Ouais. Et ça, de façon même intergénérationnelle. Quel impact est-ce qu'on laisse à nos enfants? Comment est-ce qu'on peut aider autant prendre soin de nos parents lorsqu'ils vieillissent et de proches aidants que celui de notre relève, nos bénéficiaires éventuels? Donc, notre processus est quand même assez élargi, mais qui compose toutes les 6 volets de la planification financière auprès de notre clientèle. Vraiment cool. Puis, on parlait de structure toujours plus tôt, on parle de préparation, ça vient de votre côté, mais ça vient du côté personnel de n'importe qui d'autre qui veut encore, tu as un objectif pour ta vie, tu veux accomplir quelque chose, tu veux redonner, tu veux avoir de l'impact. En tant que joueur de football, il y a quelque chose ancien joueur de football, il y a quelque chose qui revient à pas mal tout le monde que je parle, puis je trouve ça intéressant, le besoin ou l'envie de laisser quelque chose, de redonner quelque chose. Je pense que c'est très fort. Peut-être, je sais pas, c'est quelque chose qui est en nous. Je pense également que c'est pas juste dans le sport, mais la majorité des gens dans le monde, ils veulent redonner quelque chose. Ils veulent laisser quelque chose, avoir un impact. Donc, quand tu parles de plan financier, quand tu parles de différents services derrière ça, bien, ultimement, on commence par où? Donc, moi, je travaille avec un planificateur financier, on va dire. Comment je choisis mon planificateur financier? Excellente question. Comment je fais ça? Bien, la bonne nouvelle aujourd'hui, malgré que je suis planificateur, j'ai 66 équipes dans la grande île de Montréal jusqu'à Ottawa-Gatineau. En même temps, aujourd'hui, 418-613-50-514, le virtuel permet énormément de choses. Je pense que le point d'impact initial, parce que je reçois souvent cette réponse-là et je redirige les clients ou les potentiels clients qui ont ces questions-là envers mes planificateurs, mes conseillers dans mes bureaux. Aujourd'hui, la question fondamentale, je dirais, c'est qu'est-ce qu'on souhaite accomplir? Donc, commençons par c'est quoi notre écosystème que nous, on souhaiterait, évidemment, avec lequel on vit aujourd'hui et ce qu'on souhaite avoir. Est-ce qu'on est homme d'affaires, femme d'affaires? Est-ce qu'on souhaite le devenir? Ouais. Parce que toutes les spécialités plus personnelles, évidemment, vont avoir une expertise pour le planif aussi. L'autre, c'est le volet fit. Il y a plein de coachs, il y a plein d'enseignants, il y a plein de docteurs. Pas tout le monde est fait nécessairement pour nous. Ça ne fait pas que ces gens-là ne sont pas qualifiés, mais si on est pour bâtir une relation, Ray, ultimement, il faut que ça soit le fun un peu. Les finances, ça peut être sec. Entendons-nous, là, parler de fiscalité pendant nos rencontres pour optimiser la situation familiale et les crédits d'impôt, ça peut être un peu sec comme conversation. Toutefois, c'est de trouver une façon que ça soit dynamique. Quoi de mieux que de le faire avec quelqu'un qui rend ça un peu plus agréable, qui rend ça peut-être plus accessible dans sa compréhension, qui choisit peut-être l'exemple qui me parle le plus. Et donc, est-ce qu'il y a tort à prendre peut-être appeler quelqu'un qui peut aider et diriger dans cette conversation-là? Ça me ferait plaisir. Ouais. Mais inversement, c'est comme dans toute chose. Est-ce qu'on embauche la première personne qui se pointe à l'entrevue? Non. Donc, comme dans le planif, comme dans n'importe quelle autre entrevue, bien, peut-être c'est de passer en entrevue. Cette personne-là va toucher une rémunération pour le travail qu'elle ou il doit effectuer. Donc, de peut-être rencontrer ces gens-là et voir leur démarche, celle qui nous plaît le plus. Je pense qu'avoir de diverses opinions ou de faire notre petit soumissionnage là, de professionnels, ça vaut la peine. Par la suite, c'est de prendre un choix et de dire qu'on n'est pas coulé dans le béton. C'est notre situation. On a un avenir et ça ne devrait pas être limité par l'individu qui nous conseille. Mais j'encourage fortement le conseil parce que c'est comme toute bonne chose. On sait qu'on doit s'entraîner, bien manger, bien dormir. Qui le fait dans tous les jours? C'est encore drôle, mais comme la planif. Right? On est tous là, on l'a fait jadis, des fois 2 fois par jour, mais après ça, la vie embarque. Et c'est pas qu'on pourrait pas connaître, on n'a pas la capacité d'apprendre, c'est qu'il y a tellement d'autres éléments auxquels on veut profiter. Donc, payer le corps de métier, entre guillemets, qui nous permet de peut-être aider, valoriser et accélérer ça au lieu de se l'approprier, de l'apprendre, c'est peut-être le conseil que je donne aux gens de aller à l'action, aller à la rencontre ou l'entrevue de ces gens-là et établir un peu ce que vous souhaitez accomplir. Ça va vous donner une idée sur qui serait mieux placé pour vous aider. Cool. Puis là, tu parles d'aller à l'action. Je pense que ça va des deux côtés où, en tant que quelqu'un qui cherche des services de planification,
financière. Pour s'aider là-dedans, mais il faut y aller, il faut initier. Mais qu'est-ce que je trouve intéressant dans votre approche également, puis j'aimerais que tu touches à ça un petit peu, c'est que vous également, vous allez vers les gens là où ils sont. On parlait de la pandémie, il y a eu des changements. Je pense que vous avez pivoté avec qu'est-ce que j'ai vu, que je vois des webinaires, je vois des balados, je vois toutes sortes d'outils technologiques que peut-être c'est là la différence où c'est très actuel avec où on est en 2023 et où on s'en va. Je pense même que c'est une industrie, tout ce qui est l'éducation digitale en ligne, je pense que ça boom, puis les chiffres, ils font juste augmenter là-dedans. Donc, si vous pouvez, si tu peux me parler un petit peu de comment vous maximisez ces outils-là pour vraiment aller vers les gens où c'est simple pour eux d'absorber ça puis avoir accès. C'est un bon point. On est au service conseil. Et comme je dis toujours, qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui s'il y a des outils, de la technologie qui fait une bonne partie du travail? Ce qui nous reste, c'est trouver l'acquéreur de ce bénéfice-là. Souvent, ça va être dans la capacité de présenter, communiquer l'avantage, interpréter ce que l'outil permet au bénéfice de ceux qui peuvent en retirer le plus grand bénéfice de leur côté. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher. Si ça, c'est des clients, c'est des gens, selon leur démographie, selon leur âge et évidemment leur moyenne de consommation, il faut s'adapter. Aujourd'hui, on a la plus grosse... on a une population probablement vieillissante. Il y a le plus gros transfert intergénérationnel de richesse qui se fait. Et ceci va tomber dans les mains de gens qui ont peut-être jamais eu cette richesse-là ou ils ne l'ont pas créée. Quand on la crée, la richesse, on sait ce que ça a pris pour s'y rendre. Mais là, on va vivre un conflit de société peut-être où est-ce que quand ce transfert-là va s'effectuer auprès de clients, de gens, d'enfants du moins qui va recevoir ça, c'est encore plus important, premièrement, de bien assurer comment cette transition-là s'effectue, mais par la suite, comment bien positionner la nouvelle acquisition de richesse potentielle. Puis ça, peu importe le montant, il ne faut pas... les gens disent « Ah, j'ai pas d'argent pour investir. » Great, meilleur moment pour commencer. Ah, j'ai beaucoup de sous. C'est relatif. Je peux t'en montrer d'autres qui en ont plus. Right? Donc, c'est pas, il n'y a pas de jeu de comparaison. Souvent, les gens vont sous-estimer leur approche avec ça. Notre approche, ça veut beaucoup plus où est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui. Après ça, partons de là. Si on est encore là dans 1 an, 2 ans, 3 ans, là, Houston, on a un problème, right? Mais si aujourd'hui, on débute avec l'état de la situation aujourd'hui, trouvons le moyen de rendre pédagogiquement accessible l'information, de le mettre dans un processus d'apprentissage, une démarche d'affaires, si on veut, dans l'intérêt du client, toute la checklist de ce qu'on pourrait faire ensemble. Et après ça, faisons-le ensemble. Cochons tous les éléments, qu'on va peut-être revenir dans le temps parce que la vie évolue, mais on est capable de mettre ça dans une visualisation qui est accessible pour les gens. C'est ce que je pense qu'on doit faire parce qu'au final, les connaissances, les compétences, accès à l'information, c'est partout. De la vulgariser pour que ce soit tangible pour les gens, je pense que c'est le gros effort. Et ça, peu importe la plateforme, la technologie, elle est incroyable même. La différence et le problème, c'est le follow-up. On sait comment faire, mais encore faut-il répéter les gestes, sinon on devient paresseux. Et je pense fondamentalement, on l'est tous un peu paresseux. Et donc, si on peut revenir sur les rails et avoir une boussole, quelque chose qui nous réenligne de temps en temps, un individu et une démarche, ça favorise un peu plus la réussite financière pour ces gens-là. Vraiment cool. J'ai 3 dernières questions pour toi, Matt. Okay. Ma première question, quelqu'un qui veut commencer encore, qui a absolument aucune idée, qui est motivé, qui dit « OK, toi, tu dirais, ta vision à toi de la santé financière, du bonheur financier, peu importe qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi, d'après toi? » Ce serait définitivement un livre complet, peut-être, à écrire, mais je te le résume vite fait. C'est de savoir que quand on prend notre voiture sur l'autoroute de la vie, il y aura sûrement 4 saisons. Il y aura peut-être même des crevaisons, puis des détours et des... Sachant ça, on ne sait juste pas à quel moment. On sait que les gens veulent vieillir, payer l'éducation de leurs enfants, peut-être aller à Walt Disney, un jour pouvoir leur laisser un leg, mais bien prendre leur... On connaît le parcours utopique, typique. Si on n'était pas pour mettre ça, là, c'est de mettre un peu de piquant parce que pas tout le monde veut toutes les mêmes choses au même moment. Je dirais, la réussite financière, c'est d'être capable de planifier de ce dont on dispose autour de nous pour travailler dans le réel et non le paraître de leur situation. Parce que trop souvent, on court après ce qu'on pense qu'on devrait avoir et donc ça nous amène à des situations plus délicates financières. On finit par dire oui à des choses qui auraient dû être des non. Et par la suite, avant que le goulot d'étranglement nous resserre un peu trop au niveau de la gorge ou qu'on sent l'anxiété,
sais, ce qui cause des fois la maladie, c'est le stress. Ce qui cause le stress, c'est des fois les stress financiers. Et je veux pas faire de parallèle, évidemment, là, c'est très généraliste, mais c'est juste pour dire, ben, si on connaît la situation et notre capacité, moi, je pense que la réussite ou le bonheur financier veut dire savoir ce qu'on dispose. Et si on veut faire le petit peu plus, ben, il n'y a rien qui empêche dans l'entrepreneuriat. Puis tu es un bel exemple de dire, ben, il y a peut-être mon emploi principal ou autre, mais je suis encore curieux, j'ai encore une passion. Il y a des tentacules qu'on peut peut-être lancer la pierre à l'eau et voir qu'est-ce qui colle à notre volonté de peut-être se répandre dans nos ambitions. Donc, je vais revenir à qu'est-ce que le why, le pourquoi dont tu mentionnais. Savoir pourquoi on fait les choses, ça guide beaucoup la sécurité financière chez les gens. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas oser, mais le pourquoi on fait les choses vient guider grandement, on va dire, la réussite financière. Love it. Great answer. Great answer. OK. Ma prochaine question, c'est plus à 2 étapes. Oui. OK. J'aimerais savoir les 3 valeurs, OK? Les 3 valeurs vraiment importantes qui guident la façon dont tu fais tes choses ou la direction pour ta vie. Puis en partant de ces valeurs-là, quel legacy, qu'est-ce que tu veux léguer? Je suis en train de faire le processus au moment où on se parle au niveau des valeurs, parce que je ne le prends pas à la légère, parce que ça nous définit grandement. Puis des fois, quand tu arrives avec une, tu réalises qu'il y en a peut-être une qui est même plus importante que celle-là. Celle que je peux te résumer, parce que je ne sais pas si j'en ai 3, mais le mot que je vais dire, c'est care. D'avoir une volonté d'être, je ne veux pas dire juste altruiste, là, on s'entend, c'est pas une question de Mère Teresa, mais de faire quelque chose avec une intention. Ouais. De faire quelque chose pour apporter un bien. C'est pas toujours évident dans notre vie aujourd'hui. Il y a plein de raisons pour des fois, peu importe, là, rouler sur la jaune versus ralentir et faire la bonne chose. Mais je parle pas nécessairement dans la BA absolue. Je parle de quand faire quelque chose, applique-toi. Donne-toi à ça, ce présentialisme-là du moment et de faire le bien dans le moment dont tu disposes. J'adore être... tu sais, il y a une valeur de pouvoir bien communiquer. Je crois qu'avec la communication, on règle tout problème et on n'a pas besoin de monter le son. Améliore ton argument, comme on entend souvent dire. Tu n'as pas besoin de lever le ton. L'imputabilité. Tu sais, moi, j'aime ça. Là, j'utilise des expressions, mais aller à la guerre avec du monde, quand tu sais que tout le monde est imputable, tout le monde va faire leur bout de chemin, il n'y a rien de plus le fun comme valeur fondamentale d'être entouré de gens qui ne pensent pas nécessairement comme nous, qui ont peut-être une différente culture, religion ou autre, mais dans le moment de ce qu'on adresse, on se comprend. Ouais. Et donc, des fois, la communication, lorsqu'on arrive à un niveau hyper avancé, puis comme tu l'as vécu dans le sport, Ray, on n'a même pas besoin de se dire grand-chose. Et on sait qui fait quoi, comment. Et donc, cette imputabilité-là, cette confiance-là, dans une communication verbale, non-verbale, et tout ça en ayant un sentiment de redonner, ce serait ça. Au niveau du qu'est-ce que je souhaite redonner, c'est une question que je pose souvent à des conseillers, surtout dans l'embauche lorsqu'on les prend. Ici, la pierre tombale, ici se repose Ray. Les gens écriraient quoi? Parce que souvent, c'est qu'est-ce que les gens ont perçu. Entre ce que je souhaite et ce qu'ils ont perçu, est-ce que c'était aligné? L'alignement, il demeure clé. Puis moi, ce que je souhaite peut-être laisser, j'ai pas fini mon parcours, donc j'ai énormément encore à donner. Mais je souhaite être quelqu'un que, en anglais, on va dire « people can count on ». Tu sais, que faire un coup de téléphone puis demander de l'aide, que, tu sais, souvent la question, c'est parmi tes trois personnes, là, hors de tout doute, 3 heures du matin, quelqu'un t'appelle, qui de ces 3, tu sais, qui de ton entourage répondrait au téléphone viendrait t'aider? Si tu as ces 3 personnes-là, élimine les membres de la famille et ce qui t'en reste encore 3. Sinon, ben, qu'est-ce que tu fais avec le cercle de gens que tu entoures? Puis c'est pas de l'éco-dépendance. Le but, c'est pas d'être donnant-donnant, mais est-ce que tu es une personne que tu souhaites être pour les autres? Tu peux pas le demander en retour si toi, tu ne l'es pas pour eux. Donc, personne de confiance, que je te dirais, là, si j'avais mettre un mot là-dessus. Vraiment cool. Si j'englobe tout ça, qu'est-ce que moi, je vois dans ma tête, c'est être un bon teammate. Ouais. Je veux pas. Un bon teammate, là, on retrouve ces choses-là dedans. Dit, ouais. Donc, autant en football que dans la vie, que dans ton couple, en famille. I guess, on essaie d'être les meilleurs teammates possible, guys. Puis, ma dernière question, OK? Donc, merci déjà. Merci à toi, Ray. J'ai adoré. Super le fun. Vraiment cool. Pour vrai, vraiment cool. Si tu aimerais voir quelqu'un d'autre, OK? Ici dans le show, pour continuer à rouler cette machine-là, OK? Un ancien joueur de football ou quelqu'un qui peut être tout simplement relié au monde du football, pas nécessairement en tant que joueur, peu importe, qui est en affaires, en position de leadership, ce serait qui? Puis pourquoi?
Je vais te laisser le nom vide, mais je vais te donner une idée plus. Okay. Et parce que je veux pas faire un call to action à quelqu'un qui... tu sais, hey Matt, là, hey, franchement. J'essaie. Mais je vais te donner pourquoi je dis ça, c'est que il y a peut-être de matière avec ta réflexion de trouver peut-être le coach ou un coach qui a peut-être influencé autant de personnes que tu connais. Okay. Y a-tu un leader de ceux que tu veux passer en entrevue ou autre qui pourrait peut-être donner sa perception de ce qu'il a forgé auprès de ces gens-là? Tu sais, il y a eu un père avant nous, comme qu'il y a eu des coachs avant nous. Donc, j'aimerais toujours voir un peu comment ça a été perçu dans une autre génération envers les jeunes que nous sommes devenus un peu, qui souhaitons redonner. Ouais. C'est peut-être l'idée que je voulais te laisser. Puis le coach te laisse libre choisir, mais j'ai comme un feeling que ces gens-là méritent peut-être l'attention qu'on leur donne pas tant. Et c'est pas juste reconnaître nos aînés, entre guillemets. Là. Je blague un peu, mais ils sont passés avant nous. Je pense qu'ils ont une perspective qu'il faut pas oublier. Ils ont forgé un peu les hommes qu'on est devenus. C'est peut-être l'idée que je voulais te laisser sans te donner un nom, puis que la personne m'en veuille, puis que... Bref, c'est peut-être l'idée que je voulais te laisser. J'aime ça, parce qu'il n'y a pas longtemps, on a eu Mathieu Gauthier ici, puis j'ai trouvé ça super intéressant, parce que veux pas, la majorité des guests qui sont venus, c'est comme dans notre génération. Toi, je te considère comme juste avant moi, mais on réalise comment toutes les générations, on est le même monde d'une façon ou d'une autre, right? Puis c'est pareil, c'est quoi le premier réflexe? Je suis rentré au vieux, je regardais la télé, j'entendais parler, j'ai entendu ton nom, j'ai entendu beaucoup d'autres noms. Je suis sûr que tu as fait la même chose, donc effectivement, super bonne idée. Puis nos aînés, on vous admire, on vous regarde, puis vraiment, mais on vous apprécie pour tout ce que vous avez fait. Puis grâce à vous, ben, on essaie de faire la même chose. Donc, on va dire les gens de sagesse. Les gens de sagesse. Exact. Oui. OK, donc écoute, moi, c'est ça pour aujourd'hui. Honnêtement, je viens de te le dire, je le redis encore, c'est super apprécié. Chacune de ces entrevues-là, j'apprends tellement. Je répète que mon but à la fin, c'est vraiment aider des gens à devenir des pros. Parce que, écoute, mon jeune frère il a joué pro, on en connaît plein qui sont allés au professionnel, au football, mais même là, quand ça termine, ils font quoi? Ça revient à la même chose, OK? On le sait, 98% des anciens athlètes, joueurs de football universitaire à chaque année, 98% ils vont pas aller au niveau professionnel. Il y a toute une vie où ils peuvent raviver leur passion, ils peuvent faire de l'impact, puis c'est ça le but de ce show-là avant tout. Puis quand j'ai du monde comme toi qui prennent leur temps pour contribuer à ça, ben moi, ça me fait chaud au cœur. Donc, je t'apprécie énormément, Matt, puis je te remercie aujourd'hui, vraiment. Ray, ben je te dis merci. On ouvre rarement le livre de souvenirs de nos photos antérieures d'un passé, mais en préparant un peu sur les petites questions que tu m'avais demandées, moi aussi, ça me fait chaud au cœur de peut-être mettre en lumière ceux qui l'ont eu comme impact, puis de ne pas oublier ça. Donc, si mon message, mon histoire peut faciliter ça, tant mieux auprès de tes auditeurs. Moi, c'est plus un beau moment de vlog, parce que j'ai passé un moment, évidemment, avec pas un coéquipier, mais on va dire un coéquipier du sport qu'on a tant aimé, puis l'appréciation que je peux avoir pour quelqu'un qui fait ce que tu fais, Ray. Sous-estime-le pas, parce que surtout dans le monde virtuel, oui, on a peut-être des likes ou des peu importe quoi, mais je pense que ça atteint le monde réellement, puis des fois, on n'a pas toujours l'interaction d'un humoriste où est-ce que le rire vient tout de suite. Donc, sous-estime pas cet impact-là. Là, je te félicite pour ta démarche. Merci beaucoup, Matt. Donc, ça, c'est ça pour l'épisode 8 de Football Inc. Comme d'habitude, OK, on parle quand même d'affaires, donc il y a un échange qui se passe ici. Moi, je vous demande quelque chose. Vous avez une job, OK? Si vous avez été inspiré, vous avez appris quelque chose, vous avez apprécié, tout ce qu'on vous demande, c'est d'aller vous abonner à la chaîne YouTube de Football Inc., downloader le podcast, allez laisser un like, un commentaire, partager à quelqu'un pour qui ça peut faire la différence. Puis sur ce, je vous remercie, puis on se voit la prochaine fois au podcast Football Inc., où, comme je dis, la victoire elle continue bien au-delà du football. Au revoir, guys.